Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal. Je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario. Mon Dieu, t'as une petite voix ronde, fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? Mon Guy, là, qui veut me prendre par surprise. Juste pour donner le contexte. On est dans un hôtel à Seattle parce que c'est le MVP Summit. Donc, c'est une conférence qui a lieu une fois par année où Microsoft invite les gens qui ont reçu le prix MVP. MVP, voulant dire Most Valuable Professional de Microsoft. Donc, en bon français, les professionnels les plus ayant le plus de valeur. En tout cas, je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Mais essentiellement, c'est que Microsoft invite à peu près un millier de personnes ici à Seattle. Donc, tous les gens dans différents domaines. Toi, Guy, tu es ici, c'était un MVP Azure. Moi, je suis ici parce que je suis un MVP sur tout ce qui est ALM, l'Application Lifecycle Management, donc ouais. la plateforme TFS et Visual Studio. Fait que là, on a des présentations par les équipes de produits directement. Donc, on a des contacts qui prennent... en fait, c'est intéressant parce que, dépendamment où ils sont dans leur planification de produits, ils peuvent demander beaucoup d'informations, puis on peut influencer finalement le produit en tant que tel. Ben, c'est le but pourquoi maintenant ça se fait à l'automne, c'est ouais. que le cycle maintenant des débuts de produits chez Microsoft se fait de septembre à septembre. Donc, ben là, le but, c'est surtout ça. C'est de nous demander, on pense faire ça dans les prochains 12 mois, est-ce que c'est le bon plan? Puis là, bon, il y a tous des mécanismes qui mettent en place qu'on peut se voter et dire. Ben ouais. Et comme dans mon groupe, on est à peu près une centaine. Nous autres, dans le groupe Azure, vous devez être probablement une centaine aussi. Puis c'est des gens qui viennent de partout sur la planète. Là. Ouais, effectivement. Fait que plein de sessions, tout sur NDA, donc non-disclosure. Donc, on peut absolument rien révéler. Absolument puis, rien. Là, Guy, au début, il m'agaçait parce que, bon, vous en doutez bien, dans des colloques, des conférences comme ça, le soir, on sort, on a du fun et écoute... Certains sortent, certains ont du fun plus que d'autres. Puis donc, moi, hier, je me suis couché très tard et j'avais un peu mal à la tête ce matin, donc Guy se moque un peu de moi. Donc, nous, on fait l'introduction parce que un peu plus tôt cette semaine, vu qu'on était à Seattle, j'en ai profité pour planifier un enregistrement avec Olivier Bloch, qui est de l'équipe de Microsoft, qui a été à sa deuxième émission du Visual Studio Talk Show. Olivier, maintenant, s'occupe de tout ce qui est open source. En tout cas, il est dans... Open source? Oui, chez Microsoft. Chez Microsoft, c'est pas deux termes qui s'opposent? Non, ça a peut-être dans le passé, mais vraiment plus depuis ces dernières années. C'est ce que, avec Olivier, on a discuté. Malheureusement, Guy, tu devais être avec moi, mais à cause de les histoires d'Azure, en tout cas, tu pouvais pas te libérer. Il y avait quelque chose de trop important. Donc, j'ai fait l'enregistrement tout seul. C'est pour ça qu'on fait maintenant l'intro par après. Ouais. Donc, sans plus tarder, je vous laisse écouter l'émission. Bonne écoute. Je suis avec Olivier Bloch dans son bureau. Donc, je suis sur le campus de Microsoft à Redmond, donc aux États-Unis. J'en profite parce que, justement, je suis en train de faire une activité pour les MVP. J'avais pris rendez-vous avec Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour, Mario. Écoute, on est dans ton bureau. Donc, en arrière de là, t'as une super planche de skate avec Using Linux is not a crime. Puis on est vraiment, ici, je pense que c'est le building plus de ce que tu veux nous parler aujourd'hui, qui est Microsoft Open Technology ou tout à fait. Open Tech. Donc, c'est le building 9. En tout cas, en 2013, ça peut peut-être bouger dans le temps. Comment ça se passe chez Microsoft? On ne sait pas où on sera l'année prochaine. Puis, mais typiquement, pour nos auditeurs qui connaissent peut-être pas le campus de Microsoft, c'est grand comme une université. On peut, tu sais, puis c'est une vingtaine ou une trentaine de buildings. Donc, c'est toute une université, littéralement, mais c'est pour une compagnie, dans la philosophie vraiment des entreprises dans la Silicon Valley. Donc, c'est un peu la même chose, sauf que c'est à Seattle. Il y a beaucoup de gens qui disent que le futur, maintenant, du Silicon Valley va se passer à Seattle à cause du cloud. Avec Amazon qui est ici, Microsoft, en tout cas, deux des joueurs majeurs. Puis, mais là, comme toujours, je diverge un peu. Le but aujourd'hui, c'est qu'on parle de MS Open Tech. Mais tu as déjà participé avec nous, c'est pas ta première émission.
Ouais. On a fait une émission avec toi il y a peut-être 4 ans, 3 ans? 3-4 ans, oui. Je t'avais rencontré justement dans, je pense que c'était au TechEd. Et à l'époque, tu t'occupais des technologies embarquées Tout à fait. chez Microsoft. Et il y a peut-être à peu près 6 mois ou 1 an, un peu par hasard, j'ai découvert que tu avais changé de groupe, dans un groupe qui m'intéressait. Puis là, je t'ai renvoyé un email en disant « Hey Olivier, ça serait le fun de faire un podcast. » Tu as gentiment accepté. Et la vie a fait en sorte que ça a pris un certain temps avant qu'on puisse se rencontrer. Mais pour nos auditeurs qui se posent la question, bon, ton parcours, tu parles français, donc tu es né en France. Je suis né en Amérique centrale. Ah oui! Très bizarre. Moi, j'ai des parents qui ont beaucoup voyagé et qui m'ont donné le virus de l'expatriation. Donc, je suis français, de parents français. C'est pas un attribut français de façon d'aimer voyager. Dans la culture, en tout cas, française. Je pense qu'on est beaucoup de Français qui avons cette ouverture d'esprit, qui aiment voyager. Et je pense aussi que j'ai eu ce virus par les parents qui m'ont fait voyager en Indonésie, en Amérique centrale, en Italie et dans d'autres pays. Et donc, du coup, j'ai voulu moi-même avoir mes propres expériences. Et j'ai migré aux US il y a 5 ans et demi, après avoir travaillé... C'est ça, tu as fait un parcours standard en France. Voilà, j'ai fait mon école en France, école d'ingénieur en France, mes premiers boulots. J'ai développé pendant 7-8 ans pour diverses entreprises dans le monde de l'embarqué. J'ai embauché chez Microsoft France il y a 7 ans. Et donc j'ai passé une paire d'années à parler de technologie embarquée en France et en Europe et rejoint les équipes produits Windows Embedded dans la foulée et passé 3 ans chez Windows Embedded. Et là j'ai embauché chez Microsoft OpenTech, dont on va parler aujourd'hui, il y a 18 mois. Je ne sais plus si ça fait le compte des années, mais ça fait à peu près ça, quoi. C'est quand même intéressant de voir que tu sais, un parcours chez Microsoft, si on fait un petit aparté, c'est pas un chemin souvent droit. Tu sais, c'est un chemin qui peut être sinueux parce que tu viens du monde embarqué, là, tu te retrouves dans les logiciels ouverts, les logiciels open source, ce qui semblerait peut-être pas un parcours traditionnel. Non, moi je trouve une des choses qui me fait adorer travailler chez Microsoft, c'est qu'on travaille sur énormément de sujets, il y a beaucoup d'équipes chez Microsoft, et qu'on peut décider d'un chemin de carrière et on peut en changer. On peut décider de travailler sur des compétences particulières. Donc moi, je travaille beaucoup sur la partie évangélisation, marketing, communication, développement aussi, sous diverses formes. Et comme on peut aussi décider de monter en échelon et en grade pour devenir manager, de plus en plus de monde au fur et à mesure, ou comme on peut décider d'aller très en profondeur dans un sujet technique pour devenir un technical fellow dans un domaine très particulier. Donc on a vraiment un choix énorme et on peut le changer. On peut changer d'avis, on a le droit. C'est pas inhumain. Et donc j'aime bien. C'est vraiment sympa. Donc en effet, je me retrouve avec un rôle qui est similaire en termes de mission, en termes d'objectifs à ce que j'avais avant chez Windows Embedded, mais sur des technos qui n'ont rien à voir. C'est un rôle plus comme au niveau évangélisation. Tout à fait. J'ai un rôle d'évangéliste, de technical evangelist. Donc l'audience étant des audiences techniques, des décideurs techniques, des développeurs. Et mon but, c'est de leur faire connaître les technologies ou les projets sur lesquels on travaille et aussi de rapporter de l'information, du feedback aux équipes produits, aux équipes de dev sur le campus. Je me fais en fait l'écho des communautés, l'écho des partenaires, l'écho des clients. Donc dans l'embarqué, c'était le monde de l'embarqué à qui je parlais. Aujourd'hui, c'est le monde de l'open source, du développement web, du développement sur les devices qui m'intéresse. Puis toi, qu'est-ce qui... Bon, je sais pas si c'est toi qui as comme appliqué ou sont approchés, mais qu'est-ce qui t'a allumé en disant « Ah, open source, ça m'intéresse vraiment d'aller là. » Parce que des fois, on fait des choix, des fois il peut y avoir des choix qui sont moins réfléchis, mais d'autres fois, on sait vraiment en disant « Moi, je vois une tendance ou... » En fait, j'ai une passion et une conviction que la technologie se dirige vers quelque chose que j'appellerais le monde des devices intelligents, l'Internet of Things, et que dans ce nouveau monde qui est en train de se développer, on a besoin de faire en sorte que les technologies soient interopérables, fonctionnent ensemble. Et ça se voit dans le monde du consumer, ça se voit dans le monde de l'entreprise. Je suis convaincu qu'on ne peut pas
en tant qu'entreprise, aller tout seul faire son bonhomme de chemin avec ses propres produits et s'interfacer avec soi-même. Ça marche pas, ça marche plus. Et donc quand il y a eu cette opportunité qui est passée, un collègue à moi qui me disait tiens, on recherche un développeur évangéliste pour cette équipe, qui n'était pas encore Microsoft Open Technology à l'époque, pour cette équipe qui fait de l'open source, ma première réaction c'était de dire ouais, je suis pas convaincu d'être vraiment adapté pour ça. Et en y regardant de plus près, je me suis dit mais si, complètement en fait. J'adore les devices, j'adore ces technologies qu'on retrouve à droite à gauche, et on me demande de faire en sorte que ces technologies marchent bien avec les plateformes Microsoft et vice-versa. Puis ce qui est intéressant, parce que tu parlais justement du Internet of Things, qu'on pourrait traduire par l'Internet des choses. L'Internet des choses, oui. Mais on le voit là, depuis 2 ans, c'est maintenant l'omniprésence des interfaces REST pour que tout puisse se parler, ou même maintenant on parlait aussi de webhook quand c'est plus un peu comme quand on écoute des événements. Mm-hmm. Puis on le voit, là, tout l'outillage s'en va vers ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été quelque chose qui a été poussé forcément par des entreprises. C'est la communauté, beaucoup la communauté open source qui a pris cette approche-là, qui était beaucoup plus simple que de faire ce que Microsoft et IBM avaient proposé à l'époque, qui étaient les interfaces SOAP. Et aujourd'hui, finalement, qui fonctionne parce que ils sont ramenés juste sur qu'est-ce que le web. Mm-hmm. Puis, donc, on le voit au niveau même des API, mais toi, ce que tu dis, c'est que tu le vois plus globalement. Tout à fait. Et je le vois dans à peu près tous les domaines. Vous savez, quand je parlais du monde du consumer avec tous ces devices qu'on a autour de nous. Quand on a un peu de chance aussi, on peut avec des équipements connectés, des devices connectés qui vont dialoguer, qui vont échanger. Des trackers sportifs que l'on porte sur soi et qui font cette espèce de quantification de sa propre personne en termes d'activité, de consommation de calories et tout ça. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on n'est pas encore dans un monde où tout communique avec tout. On est encore dans un monde où il faut avoir l'application pour le device sur la plateforme Intel ou machin truc ou bidulmuche. Et je trouve que c'est d'abord dommage qu'on en soit là. Et en plus de ça, je pense que l'avenir est à ce principe d'interopérabilité, ce principe de cross-platform où finalement la technologie doit être complètement abstraite, et c'est un des autres sujets pour lesquels j'avais beaucoup de passion en travaillant dans le monde de l'embarqué. La technologie doit être transparente, le protocole doit être transparent pour l'utilisateur. Il doit pouvoir être capable d'exploiter un service, d'utiliser une application, sans avoir à se soucier de comment ça marche, sans avoir à se soucier de quelle version de téléphone ou de tablette ou de PC ou de voiture il a, et ça devrait juste marcher, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a énormément de valeur pour aussi les entreprises qui fournissent ces services, à pouvoir faire en sorte que ces services soient consommables par n'importe quel device sur le marché. Ben moi, je suis convaincu, puis tu pourras me donner ton opinion là-dessus, je suis convaincu que la vision actuelle qu'on a de ce qui est une application logicielle, que c'est en totale mutation. Mm-hmm. Puis pourquoi je dis que c'est en mutation, c'est que on a toujours vu, puis tu regardes les fabricants Microsoft, Apple, eux, c'est dire, tu fais une application, puis c'est pour ma plateforme à moi. C'est-à-dire que s'il y a plus qu'un bidule, ça va être toujours dans la ligne de produits comme, bon, Apple va dire, tu peux le faire pour l'iPad, pour l'iPhone. Mm-hmm. Mais la réalité, c'est que les vraies applications du futur, celles qui vont avoir beaucoup de succès, ils vont interagir avec beaucoup l'interface utilisateur finalement va être partagée sur beaucoup de devices parce qu'en fonction du contexte, des fois tu vas juste porter quelque chose parce que tu es en train de courir, mais peut-être que pendant que tu cours, tu veux quand même être capable de collaborer avec une application qui pourrait te permettre, je sais pas, de faire un suivi sur quelque chose. Et quand tu reviens devant ton grand ordinateur, ben là, tu peux peut-être avoir ton écran 26 pouces. Puis des fois, ça peut être même quand tu es dans un bureau avec tes collègues, peut-être sur un écran de 2 mètres par 2 mètres. Mais c'est toujours la même application. Puis là, où est-ce que ça devient compliqué, c'est que tous les fabricants, Microsoft en est un, puis c'est normal, les autres, ils veulent quand même toujours attacher les développeurs, mais c'est que personne ne peut offrir un environnement de développement universel. Le seul qui peut arriver à ça aujourd'hui, c'est le web, quand on vient HTML5, JavaScript et tout. Et c'est la seule promesse qu'il y a. Je ne sais pas si ça va se réaliser parce que tous les fabricants, Apple le premier, essaient de mettre le plus de bâtons des roues là-dessus. Ben, en fait, je pense que ça en revient, et on mettra ça aussi dans le contexte de la présentation d'MS OpenTech, mais je pense que la nouvelle stratégie de Microsoft, qui s'affiche en tant qu'une boîte qui fait des devices et des services, elle est spot on. On n'est plus une boîte qui pousse des boîtes Windows pour faire de l'argent sur les licences Windows. On est une boîte qui vend des devices et des services.
Et c'est comme ça que notre business est. Attacher un développeur sur notre plateforme uniquement, ça ne nous aide pas dans cette stratégie-là. Parce que, d'accord, on va être content que les développeurs développent des applications pour Windows, mais si c'est tout ce qu'on obtient, une application qui tourne sur Windows et rien d'autre, avec éventuellement la consommation d'un service, mais que depuis des devices Windows, on n'atteint pas les masses, on n'atteint pas le consommateur. Ce ne seront pas les applications qui vont et ce ne seront pas les applications qui auront du succès. Et tu viens de le dire, je parle d'une application finalement comme étant un ensemble de choses. Il y a les services qui sont attachés à l'application elle-même, il y a l'application cliente, c'est tout un ensemble de choses. Finalement, une application, on pourrait dire une solution, on pourrait dire je sais pas, enfin, c'est justement, il y a peut-être un nouveau nom à trouver pour. En tout cas, c'est sûr que derrière ça, il y a une expérience utilisateur qui se veut plus globale que juste je suis devant mon PC puis c'est un silo. C'est qu'on reconnaît que il y a un terme que les gens utilisent de plus en plus où est-ce qu'ils vont parler on parle souvent de déploiement continu, mais les gens vont parler maintenant de travail continu, c'est-à-dire que il est 8 heures le soir, tu es chez toi, mais tu peux peut-être faire quelque chose qui va te prendre 2 secondes pour le bureau, puis ça te dérangera pas. T'sais, on n'est plus dans le mode où est-ce que je suis sorti du bureau, je poinçonne, puis là je suis plus en train de travailler. Surtout en tout cas les travailleurs intellectuels, notre cerveau continue à penser, puis on peut peut-être brièvement faire de quoi. Le défi qu'on va avoir à ce moment-là comme travailleur, c'est de réussir à se garder une vie privée quand même. Ça, c'est un autre défi. Mais tu le vois là sur mon bureau, j'ai 3 devices sur mon bureau là. J'en ai un qui est ma Surface Pro, qui est ma machine principale connectée à 2 gros écrans, clavier et tout, parce que je suis au bureau. J'ai mon téléphone et j'ai une petite tablette Dell Venue Pro 8 pouces qui me permet d'avoir cette espèce d'appareil qui fait un peu plus que le téléphone, que j'ai avec moi, que je peux attraper facilement à la maison, checker 3-4 mails, répondre à ça, le remettre de côté, sans me faire virer de la maison par ma femme, parce que c'est suffisamment petit, et que je fais aussi d'autres choses avec. Je peux contrôler ma télé avec, et ça. Donc en fait, j'ai tu peux écouter ta télévision probablement, parce que moi je sais que j'écoute pas la télévision en temps réel, j'écoute à ma convenance. Exactement. Et donc j'ai ces devices. Et j'alterne de l'un à l'autre parce que j'ai des contextes d'utilisation qui sont différents. Et en effet, comme tu disais, je vais accéder peut-être au même service. Pour parler de quelque chose que tout le monde connaît, Facebook par exemple, je vais l'utiliser d'une certaine façon sur mon téléphone, d'une façon différente sur cette tablette 8 pouces, et d'une façon encore différente quand je suis sur mon poste de travail. C'est vraiment des modes d'utilisation différents. Je vais faire plutôt du chat Facebook sur mon téléphone, je vais plutôt checker le newsfeed sur la tablette, et si je veux faire un peu plus de recherche sur les gens, sur les pages Facebook et tout ça, je préfère être sur mon desktop. Oui, parce qu'il reste encore que l'expérience clavier-souris. En tout cas, des fois, elle peut plus riche quand il faut créer des contenus. Elle est adaptée pour certaines utilisations, en fait. Donc là, on parle de ça. Puis là, ma question pour toi, c'est est-ce qu'il y a un lien avec le MS OpenTech? Ou en tout cas, on peut peut-être partir de la première question en qu'est-ce que MS OpenTech? Puis après ça, peut-être voir est-ce qu'il y a un lien avec ça? Il n'y a peut-être pas un lien si étroit que ça, mais en tout cas, il y a quand même une nouvelle réalité de qu'est-ce qu'est le monde du développement logiciel. Moi, je pense que c'est tout à fait lié. On est en plein dedans. Microsoft Open Technology, c'est une filiale de Microsoft qui a été créée il y a maintenant 18 mois et qui a pour mission de créer des bridges entre les technos Microsoft et les plateformes, entre les technos non Microsoft et les plateformes Microsoft. Donc, Microsoft, il y a 18 mois, puis ça a été réfléchi probablement il y a 24 ou 36 mois, il y a une décision stratégique pour Microsoft de dire on va créer une nouvelle filiale qui appartient à 100% à Microsoft. Tout à fait. Puis la mission de cette filiale-là, c'est de reconnaître finalement, il va exister d'autres technologies que les technologies Microsoft. On n'est pas une île tout seul, il existe un monde, et il faut créer des ponts. Parce que l'interopérabilité est fondamentale et en créant ces ponts-là pour Microsoft, probablement, ils disaient c'est aussi la façon d'assurer la pérennité des technologies Microsoft. Alors il est très important de comprendre qu'il n'y a pas eu une prise de conscience overnight de la chose et que MS OpenTech est une des façons de travailler dans ce domaine-là pour Microsoft. Je pense que la plus grosse preuve de ce changement d'attitude ou de perception du marché, c'est la stratégie Device and Services de Microsoft. Qui est une autre façon de faire du business. MS Open s'inscrit totalement comme une des façons de brider Microsoft et non Microsoft en interagissant avec le monde du logiciel libre, de l'open source, et le monde des standards. Donc en fait, on a, au sein de l'équipe MS OpenTech, on a 3 disciplines, 3 métiers. On a des experts du monde des standards,
des gens qui, comme Paul Cotton, qui est co-chair du working group HTML5 à W3C, vont aider à définir, avec d'autres membres de l'industrie, à définir des standards pour l'industrie. Donc W3C, c'est un des exemples. Souvent des gens qui sont sur le ECMAScript, puis avec l'initiative JavaScript, s'assurer que le JavaScript évolue dans la bonne direction. Exactement, c'est un de nos efforts. On travaille avec IETF sur les protocoles de type HTTP, Next Generation. On travaille avec W3C sur la définition de WebRTC. Donc ça, c'est notre domaine standard où on pense que l'un des facteurs qui fait que nos plateformes et nos technologies peuvent interagir avec les autres, c'est de définir les bons standards, de définir les protocoles de communication, définir ces interfaces qui conviendront à tout le monde. Alors c'est jamais possible d'avoir un consensus. Ce qu'on a remarqué, c'est que en travaillant avec la seconde équipe chez MS OpenTech, une équipe d'ingénieurs, de développeurs, on est capable, en apportant du code, en contribuant du code, on est capable de prototyper des propositions auprès des groupes de standards. On est capable aussi de proposer des implémentations dans les produits concurrents. Et je t'en donnerai un exemple juste après. Mais on est aussi capable de travailler avec le monde de l'open source pour implémenter ces standards. Parce que tout ce que ces développeurs-là vont développer, ça va être du logiciel qui va être aussi open source. Tout ce qu'on fait, c'est open source. On peut consulter... Puis, la réalité, je m'excuse d'interrompre, mais la réalité, c'est que votre groupe font ça, mais moi, je suis au MVP Summit, ici, je suis avec l'équipe ALM, donc l'équipe Visual Studio, et maintenant, l'équipe Visual Studio, je dirais que toutes les nouvelles initiatives, c'est presque tout le temps du code open source, parce qu'eux ont compris aussi qu'ils étaient gagnants de pas attacher le code sur MS OpenTech, je le disais, c'est une des façons de travailler sur le sujet. Et il y a plein de groupes à Microsoft qui font de l'open source. C'est très important à bien comprendre. En effet, Visual Studio et TFS sont vraiment des équipes qui étaient des précurseurs. Ils font de l'open source depuis plusieurs années. Ça fait longtemps qu'ils font de l'open source. L'intégration de Git dans TFS, c'est pas fait dans la nuit. C'est quelque chose qui a pris du temps. Et en plus de ça, on embauche énormément de monde qui vient de l'open source. Donc la culture open source, en fait, elle fait de plus en plus partie de la culture Microsoft. Tout à fait. Donc là, tu as parlé de 2 groupes, mais tu as dit qu'il y en avait 3. Donc, un premier groupe qui est standard, un groupe de développeurs qui fait des implémentations et parce que c'est en faisant du code qu'on se rend compte des limitations et tout. Exactement. Le troisième groupe, c'est les évangélistes. Donc, ceux qui apportent la bonne nouvelle. Ceux qui apportent la bonne parole, on va dire. En fait, dans cette équipe, qui est finalement la plus petite des équipes, parce que le gros du travail se fait au sein des standards et au sein de l'ingénierie, cette petite équipe s'occupe de la communication, des relations presse, s'occupe aussi de relations de business. Parce qu'en fait, on établit aussi des partenariats avec des gens comme Mongolab ou CouchDB, des entreprises qui ont pignon sur rue, qui utilisent de l'open source ou qui publient en open source, mais qui vendent du service par-dessus. Et donc on établit des partenariats, on fait en sorte que ces produits, ces solutions populaires dans le monde du développement fonctionnent sur nos plateformes, et on met en place des partenariats avec ces entreprises. Donc ça, c'est une toute petite partie de notre activité. Et sinon, les développeurs évangélistes, les technical evangelistes, on est là pour faire connaître le travail des ingénieurs de MS OpenTech. Puis faire connaître aussi justement des exemples de code source que vous avez fait qui s'intègrent avec d'autres plateformes. Exactement. Pour montrer que si vous n'êtes pas justement Exactement. dans un monde fermé. Tu me disais que tu avais un exemple. Justement, c'est un très bon segue sur les exemples. Une paire d'exemples qui peuvent résonner aux oreilles de pas mal de monde. On a travaillé énormément sur le fait de faire fonctionner Node.js sur Windows Azure et sur Windows. Ça, c'est quelque chose. Les développeurs qui ont contribué ce code au projet Node.js sont hostés chez Microsoft OpenTech. Un autre exemple, c'est PhoneGap, qui s'appelle Apache Cordova maintenant. Les équipes qui ont contribué le code pour supporter Windows Phone et Windows sont chez nous. Au-delà de ça, c'est pas juste un effort shoot and forget, on est là pour rester, on est là pour continuer le projet. Donc la relation avec Apache Cordova, c'est quelque chose sur lequel je travaille, c'est moi qui développeur qui sur le code lui-même. On est en train de contribuer dans les outils, faire en sorte que les plateformes Microsoft soient bien supportées, et au-delà de ça, on aimerait faire en sorte que ce projet soit de plus en plus cross-platform. Donc on a envie de contribuer du code, pas seulement pour la plateforme Microsoft, mais aussi pour les autres, pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Je trouve ça intéressant ce que tu me racontes,
raconte avec Apache Cordova. Je vais te raconter quelque chose. Oui. Il y a 3 semaines, un mois, chez un des clients pour lequel je travaille, je ne le nommerai pas juste pour garder la discrétion. Eux, ils se posaient la question, bon, qu'est-ce qu'on fait pour le futur quand on développe des applications clients lourds? C'est-à-dire pas des applications web, mais des applications qu'on voudrait quand même qu'ils soient déployées. Puis là, eux, ils sont tout à fait conscients que le mobile est omniprésent, mais la réalité, c'est qu'il reste encore beaucoup de PC Windows 7. Là. Les autres, ils n'ont pas encore migré à Windows 8. Et là, quand je regardais ça, je dis, bon, je fais comment mes clients lourds? C'est sûr que j'ai toutes les vieilles façons de faire. Windows, même Windows Form revient en force parce que beaucoup de monde dit, ben, pourquoi j'irais faire du WPF quand je sais faire du Windows Form? Mais moi, je regardais, je me disais, je pourrais-tu les faire en JavaScript et utiliser quelque chose comme Cordova pour déployer pas vers un client mobile, mais déployer vers un client Windows 7? Oui. Et malheureusement, je trouvais pas ça. J'ai trouvé des compagnies qui ont commencé à faire ça. Mais ça pourrait être un bel exemple de quelque chose pour y faire, comme étendre Cordova pour qu'on soit capable. Il y a une première implémentation pour Windows Desktop. Okay. Je l'ai pas encore testé. Il me semble que j'ai testé rapidement. C'est-tu Desktop ou Windows 8? Il y a les deux. Parce que moi, c'est Desktop qui intéresse parce que les grosses entreprises sont tellement en arrière. Il y a les deux aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu regardes sur leur site, sur le site Apache, Cordova, il y a une implémentation pour Windows Desktop et une implémentation pour Windows 8, comme dans Windows RT en fait. Ouais. Donc WinRT, pardon. Et donc il y a les deux. J'ai pas testé l'implémentation Windows Desktop. D'après ce que j'ai compris, elle devrait fonctionner sur Windows 7. Maintenant, Windows 7 n'utilise pas le WebView Control, le WebView Control dernière génération. Donc ça veut dire qu'on est obligé de travailler avec une exécution JavaScript et un render HTML5 qui sont un peu anciens. Puis ça veut dire qu'il faut vraiment s'installer Modernizer pour être sûr qu'on supporte correctement toutes les choses intrinsèques. J'irai pas jusqu'à garantir que le code HTML5 JavaScript qui est développé pour les plateformes modernes mobiles fonctionnera de la même façon. Maintenant, c'est une bonne expérience et en effet, c'est un bon test à faire dans ce domaine-là. Ce qui serait intéressant, là, je vais faire une petite suggestion, un peu comme les gens de Google, maintenant ont sorti le cœur de Chrome, puis ils ont déployé Chromium. Si Microsoft à un moment donné pourrait sortir le cas de son IE11 et le packager juste en composant en disant, ben là, regarde, pour ceux qui veulent créer par-dessus ça, premièrement, ça serait peut-être bon pour remettre peut-être IE11 plus mieux positionné. Mais là, bon, c'est intéressant, mais tu en profites de faire mes petites suggestions. Non, mais c'est très intéressant, mais note que aujourd'hui, sur la plateforme WinRT, quand tu fais du développement JavaScript, le moteur que tu utilises, c'est le même que IE. C'est le même. C'est le même code, c'est le même binaire, c'est la même chose qui est derrière. Et c'est une première étape dans cette direction finalement, où on voit en fait le fait que on met à disposition la plateforme web. Et c'est le move que fait Google aussi. La plateforme web, on la met à disposition sous forme de plateforme applicative. Mais moi, ce que je voyais, c'est un peu plus vaste que ça. C'est là, vous les mettez à disposition sur vos plateformes, mais si vous arrivez vraiment open source en disant, ben regarde, si vous voulez faire des implémentations de IE pour c'est sûr qu'il y a du travail à faire, c'est pas simple, là. Mais là, c'est toute la question. Les gens vont dire, ouais, mais là, il faut protéger notre patrimoine, nos droits et tout. Mais ils l'ont fait pour beaucoup de choses. ASP.NET maintenant est rendu open source. C'est très intéressant. Écoute, je vais donner un autre exemple qui est assez intéressant, qui s'appelle Pointer Events. Donc, Pointer Events, c'est cette technologie que Microsoft a créée et a mis dans Internet Explorer 10 et 11 bien sûr, et qui consiste à donner un modèle pour les développeurs qui abstrait les différents types d'input sur un device, que ce soit touch, mouse. En anglais, ils appellent ça Pointer Event. Si je traduirais, ça serait les événements, curseurs ou pointeurs. Parce qu'en fait, justement, c'est une techno qui permet pour le développeur de ne pas avoir à savoir si le device il a une souris, il utilise un stylo ou si c'est un device avec qui se touche. Et cette technologie-là, qui finalement est le pendant de l'interface touch sur les devices Apple et Android. Cette technologie-là, en fait, on l'a contribué à W3C comme un standard. Pour que ça vienne se rajouter aux options disponibles pour les développeurs. Et ce qu'on est en train de faire, donc Microsoft OpenTech est en train de contribuer du code au projet Blink, au projet WebKit et au projet Mozilla
pour faire en sorte que cette technologie-là, elle soit pervasive, qu'elle soit à travers toutes les plateformes pour que les développeurs puissent enfin en prendre vraiment, l'utiliser vraiment. L'idée étant qu'un développeur se dit, bon, mais si j'investis à comprendre ça, je vais pouvoir l'utiliser. En tout cas, ça devrait être pérenne dans le temps parce que c'est une grosse question pour un développeur. Donc, du coup, au-delà de simplement dire, voilà, les coûts de nos technologies, on la propose à W3C, débrouillez-vous avec. On a mené le processus de standardisation jusqu'à son terme en 4 ou 5 mois. En travaillant avec Google, en travaillant avec Mozilla, en travaillant avec IBM, avec tous les acteurs de ce groupe. Donc, il est très facile d'aller vérifier quels sont les acteurs. Et on a en même temps commencé à prototyper pour démontrer l'interopérabilité de cette technologie. Donc elle était dans Internet Explorer, on n'a rien eu à faire de ce côté-là. Et on a prototypé pour WebKit, pour commencer. On est en train de prototyper pour Mozilla. Mais plus que prototyper, en fait, on s'est dit on va arrêter de prototyper, on va contribuer au projet open source. Okay. Et donc on contribue le code en ce moment à WebKit, Blink et Mozilla. Je devrais pouvoir faire une démo d'interopérabilité bientôt avec certains des attributs de cette technologie-là. Et ça démontre en fait notre vérité, notre envie de vraiment pousser la technologie qu'on trouve bonne pour les développeurs, pour le monde du web, à la pousser à travers les différentes plateformes sur le marché. Donc là, Microsoft a créé cette filiale-là, MS OpenTech. Écoute, bon, tu sais, le groupe d'évangélistes, vous êtes pas 20 000, là, c'est un petit groupe. Parce qu'au total, il y a combien de... Est-ce que c'est d'informations qu'on peut diffuser, le nombre d'employés à peu près qui est dans cette nouvelle filiale-là? La filiale, elle représente à peu près 70 ingénieurs. Et le groupe d'évangélisation, il est petit, on est une petite douzaine. Puis, principalement, la majorité de ces gens-là sont ici sur le campus de Redmond ou sont un peu éparpillés sur la planète, dépendant... On est tous sur Redmond aujourd'hui. On a deux, trois membres de l'équipe qui sont en Chine, mais on a en fait le cœur de l'équipe qui est ici sur Redmond. Et une de mes missions d'ailleurs, c'est de faire en sorte que Microsoft soit plus au courant de ce qu'on fait, parce que même en interne, on a besoin d'évangéliser. Et de formaliser du contenu pour que ce qu'on appelle le field, pour que les gens qui sont sur le terrain, les évangélistes qui sont dans les différents pays, sachent qu'on existe, sachent ce qu'on fait et soient capables de délivrer à leurs clients, à leurs partenaires, à leurs développeurs des informations qui sont vraiment pertinentes pour ce qu'ils font en fait. Donc là, un très bon exemple aussi, c'est Cocos 2D, c'est une technologie de développement C++ qui est utilisée dans le monde du développement pour les jeux. Okay. C'est un moteur de jeu en C++ qui a été développé d'abord pour Windows, ensuite pour d'autres plateformes et qui a migré vers le monde du mobile et qui jusqu'à récemment n'était disponible que pour iOS et Android. Et donc notre équipe a contribué du code à ce projet open source qui est super populaire, qui est utilisé par plus de 400 000 développeurs à travers le monde et qui est le moteur de jeu de beaucoup de jeux dans le top 10 de iOS et Android. Dans les environnements Windows Phone 8 et WinRT, pour que ces développeurs qui ont des jeux sur iOS et Android puissent les porter super facilement sur les plateformes Microsoft. Donc on a vraiment cette... Ouais. Voilà, on va dehors, on envoie le code, c'est pour les développeurs et mon but, c'est de faire en sorte que non seulement cette communauté Cocos 2D soit au courant, mais aussi que tous les évangélistes chez Microsoft soient au courant de ce qui se passe et qu'ils soient capables, quand un développeur leur dit « Ouais, mais les gars, moi je développe en Cocos 2D, est-ce que vous avez ça ?» Et que c'est des évangélistes, sachent dire « Oui, je l'ai, voilà la démo, voilà le code, tout est là. » Mais moi, ça mène une question. Chez Microsoft, tout se mesure. Hein? En tout cas, moi, ce que je connais de Microsoft, c'est une organisation où on mesure. Là, ils créent MS OpenTech. Sur quoi ils vous mesurent pour savoir que vous atteignez vos objectifs, qui sont finalement des objectifs de diffusion? Parce que souvent, la mesure ultime chez Microsoft, c'est si je suis capable de capitaliser en argent. Là, en tout cas, pour une entreprise, c'est souvent la mesure qui parle à des vice-présidents et tout. Mais là, vous ne pouvez pas arriver vraiment en dollars. Donc, c'est plus en taux de pénétration. Alors, pour être transparent, on n'a pas d'objectif chiffré. On est vraiment une filiale. Donc c'est vraiment jeune. Une croyance. Là. On y croit, puis on dit on investit même si on n'est pas capable de mesurer. Exactement. La preuve, c'est qu'on ne vend rien. Je veux dire, donc on est une filiale qui ne vend pas, rien. Vous n'avez pas d'équipe de marketing de vente. Ça, c'est le fun d'être dans une filiale comme ça. Donc on n'a pas d'objectif de vente.
Par contre, on a et en interne et en externe une responsabilité qui finalement est notre mesure. En interne, il faut qu'on aide les groupes produits dans leur démarche. Donc quand Visual Studio nous demande, bon, vous les gars, vous interfacez avec le monde de l'open source, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc il faut qu'on soit capable... Vous pouvez quand même mesurer, dire on a fait tant d'interventions, puis on a ce genre de mesures, on en a d'autres, mais on n'a pas de mesure de vente, on n'est pas en train de vendre quoi que ce soit, et c'est une des choses en effet que je trouve super sympa chez MS OpenTech, non pas qu'on n'ait pas de pression, mais qu'on a une pression qui est différente. On n'est pas là avec un objectif de tant d'applications sur le store ou de tant de licences de machins vendus. On est vraiment là on se fixe un certain nombre d'objectifs, on les valide avec les différents groupes produits en disant voilà, est-ce que ça vous aide, est-ce que ça vous aide pas, est-ce que aussi ça aide l'image de Microsoft à l'extérieur, et au final évidemment on est là pour aider le business en général de Microsoft, mais on est vraiment là pour atteindre cet objectif de bridger Microsoft non Microsoft. Est-ce qu'on pourra le mesurer un jour exactement? Je suis pas sûr, mais en tout cas on s'y efforce. Mais là, nos auditeurs qui nous écoutent à l'instant, puis qui disent ok, là j'ai compris le message, là, Microsoft va créer une filiale. Est-ce qu'il y a quelque chose pour eux? Parce que là, s'il n'y a pas un produit à vendre, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peuvent quand même... Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant pour nos auditeurs quand même? Alors déjà on a un site web, msopentech.com, sur lequel on a le blog, on va mettre le lien une liste de projets. On a aussi un compte GitHub, dont le lien est sur le site, mais en gros c'est msopentech.github.io, sur lequel on a une liste de projets open source qui donne un petit peu une perspective sur ce qu'on fait. Puis juste, des projets les plus reconnus, les 2-3 les plus reconnus sur votre GitHub. Aujourd'hui, on va dire que les plus connus, ce sera la contribution à Cordova, ce sera Node.js sur Windows Azure et Windows, c'est Pointer Events, les contributions qu'on fait pour Mozilla et pour Blink et GitHub. On a travaillé sur Redis pour Windows, on est en train de travailler sur Redis pour Windows. On a 3 tonnes de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois dans le monde du cloud, à la fois dans le monde de la plateforme. Alors, pour un développeur, si on veut caricaturer un petit peu, pour un développeur Windows, je pense qu'il est très important de comprendre que s'ils sont confrontés à devoir utiliser un certain framework open source, ou ils sont à la recherche de ressources open source, ils peuvent trouver beaucoup d'informations sur notre site, sur ce qui est supporté, sur ce qui n'est pas supporté. Pour le monde du développeur web, on travaille énormément avec jQuery, on travaille énormément sur les frameworks JavaScript pour les faire fonctionner dans l'environnement WinRT. On a un projet sur le sujet en particulier, donc je disais jQuery, on fait fonctionner jQuery dans l'environnement WinRT. C'est un des projets très intéressants. Je dirais aussi que dans le monde du jeu, j'ai cité Cocos 2D, on travaille aussi avec l'équipe Kinect for Windows sur un produit qui s'appelle Kinect Common Bridge, qui consiste à simplifier l'intégration de Kinect dans le développement C++. Donc pour les développeurs du monde open source de Cinder, Open Frameworks, OpenCV, on a cette librairie en plus qui permet de rendre l'interaction Kinect super facile. Donc ça, je dirais, c'est le plus populaire, les plus hype. On en a 3 tonnes d'autres qui sont derrière. Un projet qui est très intéressant, qui s'appelle VM Depot, qui est un site web communautaire qu'on a monté, qui permet aux gens qui ont des machines virtuelles Linux qui tournent sur Windows Azure de les partager. Et aussi de faire leurs courses pour ces machines virtuelles. C'est pas juste Linux, c'est n'importe quelle machine virtuelle. Là, en l'occurrence, notre VM Depot, c'est pour les machines. Il n'y a pas de machine virtuelle Windows dessus. On est dans le monde. Ça peut être du Debian, ça peut être du FreeBSD. C'est principalement dans le monde de Linux. Tout ce qui n'est pas Windows finalement. Donc, que les machines virtuelles Windows, de toute façon, je pense qu'Azure les offre déjà aussi. Azure a déjà des configurations Windows Server que l'on peut juste instancier. Le principe, c'est de dire, voilà, pour celui qui veut instancier je ne sais quelle distro de Linux avec dessus un Drupal pour faire son site web, il va sur VM Depot, donc vmdepot.msopentech.com. Il va dessus, il fait sa recherche. Ah tiens, cette distribution me plaît bien, la communauté a l'air d'être saine, elle supporte bien. Hop, j'ai mon compte Azure, je déploie, done.
fini. Donc c'est un projet qui a beaucoup de succès en ce moment et qu'on continue à alimenter. En plus de ça, c'est aussi alimenté par la communauté, parce que chacun de ces développeurs, quand ils ont leur propre distribution, leur propre configuration, sont très enclins à la partager sur VMDB. Ça, c'est d'ailleurs, ça fait déjà plusieurs années maintenant, mais au début, il y avait beaucoup de gens qui étaient, en tout cas des gens peu réduits. Au début, il y avait de la misère à comprendre qu'Azure faisait la promotion de d'autres technologies que Microsoft. Même, ils voyaient ça en disant, ben c'est quoi? Mais là, aujourd'hui, tout le monde comprend que c'était la bonne stratégie parce que Azure, c'est pas plus pour héberger de la techno Microsoft. Ça l'héberge n'importe quelle techno parce que pour Microsoft, ultimement, que tu roules du Linux ou que tu roules une machine virtuelle sur Windows, au bout du compte, tu payes le service. Puis ils vont faire autant d'argent dans les deux cas. Voilà, devices et services. Ouais. Voilà. Et si on veut que nos services aient du succès, il faut qu'on diminue les barrières, qu'on supprime les barrières, qu'on diminue la friction que les développeurs pourraient avoir à essayer de faire quelque chose sur notre plateforme. Il faut qu'ils soient avec leurs outils, leurs techno, confortables pour pouvoir développer pour notre cloud et pour nos devices. Donc, à quelque part, un développeur qui s'intéresse justement, juste en allant soit sur votre site sur GitHub ou sur votre site MS OpenTech, il peut passer des heures à s'amuser à découvrir un paquet de choses. Ouais. Et un truc très intéressant, c'est que comme nos projets sont open source, s'il y a des développeurs qui sont déjà en train de travailler sur un sujet ou qui ont leur brique à apporter à l'édifice, on prend les contributions, on prend les commentaires, on a vraiment envie d'interagir avec les communautés, de créer des communautés, de faire partie des communautés. Et donc, on invite tous les développeurs qui sont à l'écoute finalement à venir, à visiter, à contribuer. S'ils détectent quelque chose qu'ils trouvent absurde, il faut qu'ils nous le disent. Ouais. S'ils découvrent quelque chose qui manque, il faut qu'ils nous le disent. Et on sera vraiment, vraiment ravis d'avoir ce feedback et de pouvoir corriger le tir si on a faux, continuer si on a bon. Dans cette direction-là. Mm-hmm. C'est ça, parce que s'il y a des choses qu'ils trouvent que vous faites bien, ils peuvent aussi vous le dire. S'il vous plaît, oui. Ben, écoute, Olivier, je te remercie. J'espère que pour nos auditeurs, ça va les guider vers quelque chose de différent. En tout cas, on ne fait pas une émission sur un produit propre de Microsoft, mais plus sur une nouvelle division. Il y a aussi une autre source qui est intéressante et qui est assez révélatrice, c'est notre compte Twitter. Il s'appelle Open at Microsoft. Okay. Et l'équipe l'a maintenu même avant d'être MS OpenTech depuis un moment. Et c'est un fil d'information qui est très, très suivi. On l'agrémente de beaucoup d'infos et de news sur ce qui se passe dans le monde de l'ouvert et de Microsoft. Et donc je recommande vivement les auditeurs à aller s'abonner. Open at Microsoft. Et à visiter le site web, à venir nous voir. Et à soit nous taper dans le dos, soit nous taper sur la tête. Voilà. OK, ben écoute, je te remercie beaucoup. Impeccable.